Je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Et ont-ils cherché à savoir... Michel Houellebecq, bonsoir. Merci d'avoir choisi Tout le monde en parle. En même temps, compte tenu de ce que vous dites dans votre bouquin au sujet de la concurrence, ça aurait été difficile d'y aller, non? Non, mais je peux, effectivement, oui, je suis dur avec Fogiel, mais il le mérite. Alors, vous publiez chez Fayard La possibilité du Nil, donc c'est l'événement littéraire, médiatique, commercial de la rentrée. Votre livre écrase d'ailleurs cette rentrée, et les 650 autres romans de la rentrée sont un peu réduits au rang de figurants, non? Oui, c'est pas de ma faute, hein. J'avais dit longtemps à l'avance que je publiais un livre. Bon, là j'ai décidé d'arrêter de faire de la fausse modestie parce que ça se verrait. Ouais. Donc c'est vrai que mon livre est bon. Oui, c'est un peu normal qu'il écrase la rentrée, oui. C'est pas de ma faute, enfin je veux dire... totalement. Ouais, ça déclenche beaucoup de haine en tous les cas, non? Ben oui, mais ça aussi c'est normal. On peut pas en vouloir. Moi, la jalousie est un sentiment humain que je comprends parfaitement, avec lequel je sympathise même, et que je suis toujours prêt à pardonner. Vraiment. Alors au-delà du phénomène Houellebecq, on va parler du livre, et d'abord le pitch. Donc La possibilité du Nil raconte la vie de Daniel, qui est un être humain, qui vit pas vraiment à notre époque, hein, qui vit dans une dizaine d'années à peu près. Oui. Ouais. Oui, avec quelques légères augmentations de phénomènes déjà visibles, comme mauvais traitement aux vieux, ce genre de choses. Oui. Ce qu'on a vu apparaître pendant la canicule de 2003. Oui, l'effarante inhumanité, en fait, dans lesquelles on finit ses jours, quoi. Puis l'islamisme est moins présent. Vous dites c'est un peu comme le punk, ça a été très fort, c'est redescendu, et maintenant, pour garder une comparaison musicale, c'est un peu comme la New Wave, quoi. Oui, c'est m'offre. Ouais. Bon, ça peut... C'est Thermidor. Ça peut paraître bien optimiste, mais enfin, c'est ce que je pense. Hein. Ça m'est venu à l'esprit en voyant des filles très voilées, parce que le but était de faire peur, quoi. Ouais. Un peu comme le but des punks était de faire peur aux gens normaux. Ouais. Bon. Et en 2015, les filles ont toujours des voiles, mais enfin c'est plus décoratif, vous dites. Oui, et puis bon, tout ça s'efface peu à peu, donc je parie sur le fait que les choses se calment, et qu'il y ait, bon, par intermédiaire de la jeunesse, hein, qui a envie de liberté de mœurs aussi. Alors, ce Daniel vit donc en 2015 à peu près, et sa vie est lue et commentée 2 millénaires plus tard par ses clones, des néo-humains que vous appelez Daniel 24 et Daniel 25. Alors eux, en fait, ils n'ont plus besoin de se nourrir, ils vivent par photosynthèse. Hein. Oui, ils ont juste besoin, comme les plantes, de sels minéraux et d'eau. Et ils ont beaucoup moins... Bon, à part ça, il y a des mâles et des femelles, hein, comme les... Ils vivent seuls, reliés par un Internet franchement amélioré. Et ils ont un entraînement qui consiste en gros, d'abord à faire des exercices pour obtenir la paix, le calme, l'absence de désir et de souffrance. Donc quelque chose de très inspiré du bouddhisme. Par ailleurs, ils étudient la biographie de leurs prédécesseurs, donc c'est pour ça qu'ils étudient la vie de Daniel 1, pour essayer de tirer parti de leurs échecs et de leurs souffrances pour ne pas vivre la même chose. Alors, Daniel 1, donc celui qui vit dans 10 ans, c'est un humoriste à succès, un mix entre Dieudonné, Bigard, Pierre Desproges. Mais quelque chose de pire que tout ça réuni, parce que il est d'un cynisme total. C'est-à-dire que Dieudonné, je pense que c'est pas purement de la provocation chez lui. Je pense qu'il croit vraiment à la cause palestinienne. Et malheureusement, qu'il est peut-être aussi devenu antisémite du coup. Alors que Daniel, lui, il est prêt à allumer tout le monde du moment qu'il pense que ça peut être marrant. Il dit une misogynie affolante. Il y a cette fameuse vanne, tu sais comment on appelle le gras qu'il y a autour du vagin, la femme? Oui. Il est misogyne, mais
il a une espèce de... Il est toujours sur le fil du rasoir, quoi. C'est un bon pro. C'est un très très bon pro. Il provoque, mais il s'arrête juste à temps et il gagne plein de fric. Ouais. À un moment, il rajoute un petit peu d'antisémitisme parce que ça, voilà, il pense que c'est bien. Alors, il fait un film porno qui s'appelle « Broute-moi la bande de Gaza, mon gros colon juif ». Voilà. Oui, ouais. oui. Donc, il essaye toujours de surfer quand même pour rester politiquement correct dans le politiquement incorrect. C'est en cela que c'est une légère anticipation, parce qu'on est... Je pense qu'à l'heure actuelle, il y aura une espèce de carton rouge, je ne sais quoi. Mais je suppose que l'humour, qui a déjà beaucoup de droits, hein, beaucoup plus un peu que n'importe quoi, va en gagner encore un peu plus. Et lui se moque de tout. Ce qui l'intéresse, c'est quoi d'ailleurs? C'est le succès, hein, au fond. Alors, ce qui est terrible, c'est que malgré ses dérapages racistes, misogynes, finalement, il a une bonne image auprès de la presse. Il a des bonnes critiques dans Elle, dites-vous, des bonnes critiques dans Télérama. Il passe pour un homme de gauche. Oui, ben il réussit par... Bon, il se moque pas mal aussi des gens d'extrême droite. Vous dites qu'en fait, que le seul contenu résiduel de la gauche, c'est l'antiracisme. Oui, ben c'est vrai que comme contenu de la gauche, à un moment donné, il y a eu, enfin on peut s'en souvenir, il y a eu, comment dire, une société partageuse, quoi. Mais tout ça a complètement disparu, la gauche est devenue libérale. Ensuite, il y a eu, il est resté une espèce de libertarisme, mais c'est fini, c'est la gauche est anti-drogue, anti-tabac. Donc ben, la seule cause sur laquelle, parce qu'il faut quand même des causes un peu mobilisatrices, enfin, sur lesquelles on arrive à mettre d'accord la gauche, et c'est l'antiracisme. Que vous appelez le racisme anti-blanc. Oui, parce qu'il y a une sorte de... Au fond, de désir de ne pas être blanc. Enfin, il y a cette culpabilité manipulatrice, c'est un peu louche. Mais... Donc il arrive, à sa propre surprise, à être encore considéré comme un homme de gauche et même comme un humaniste. Oui, et pourtant les droits de l'homme, il s'en fout. Il dit, quant aux droits de l'homme, rien à foutre, à peine si je parviens à m'intéresser aux droits de ma queue. Oui. C'est un type finalement qui a écrémé, dites-vous, tous les créneaux porteurs, le racisme, la pédophilie, la torture, le cannibalisme, le parricide, avec un certain succès donc. Oui. Et à 47 ans, il est complètement lessivé, il n'en peut plus. Le type qui a conscience de sa propre médiocrité, au fond. Il a conscience d'être pute, quoi. D'être pute et d'être putabile, de pas... Alors, il a 47 ans, il est lessivé. Vous dites la vie commence à 50 ans, c'est vrai. À ceci près qu'elle se termine à 40, quoi. Donc, à 47, il est cuit. Il est... Bon, il tient limite, quoi. Enfin, il en a marre de ce qu'il fait, il en a marre de son public, il supporte plus le rire, ce qui est quand même grave pour un comique. C'est vrai qu'il y a quelque chose de méchant dans le rire. Et moi, j'ai déclaré, et c'est vrai que j'avais beaucoup été impressionné par quelqu'un qui était d'un naturel chaleureux, ouvert, et qui avait connu De Funès. Ah oui. Et au moment où je lui demande de parler de Funès, je vois son visage changer, il me dit « Ah oui, lui, il était vraiment triste. » Et c'est impressionnant, parce que De Funès, c'est le comique le plus gentil, le plus tout public qu'on puisse imaginer. Ben, il semble bien que quelqu'un qui arrive à être comique, c'est-à-dire qui sait mécaniquement comment on peut faire rire les gens, qui a trouvé ce secret-là, ce soit un secret triste. Parce qu'on est obligé de très bien connaître la nature humaine. Oui, on est obligé de très bien connaître la nature humaine, et on s'interdit d'exprimer... tout événement peut être vu comme comique ou comme tragique, quoi, si on veut. On s'interdit d'exprimer le côté tragique, et apparemment, ça finit par vous rendre vous-même très triste. Alors donc, lessivé, il se retire en Espagne, dans une maison de 27 pièces au nord d'Almeria, mais il ne tient pas du tout compte de la beauté du lieu, ça n'a aucun effet sur lui. Il s'aperçoit que ça ne suffit pas, que le lieu peut être beau, mais il ne peut rien en faire, en fait, de cette beauté.
Il dit à un moment donné que s'il avait un réel tempérament artistique, il pourrait faire quelque chose de cette beauté, des tableaux, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas le cas. Ouais. Donc il s'ennuie. Et il vit donc avec Isabelle, qui est une rédactrice en chef d'un magazine de mode qui s'appelle Lolita. Voilà, mais il s'ennuie parce qu'il n'a pas envie de faire des enfants. Hein. Non, il n'a pas envie de faire des enfants et il n'est pas... Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas imposer finalement à d'autres êtres le calvaire d'une existence terrestre. Il y a un passage où c'est vrai, je me suis moi-même posé la question, pourquoi les bébés hurlent à ce point? Alors, ça n'arrive pas du tout aux bébés chats, chiens, ni cochons. Et je pense qu'il y a un défaut quelque part. Peut-être c'est une erreur de perdre les poils. Enfin, je ne sais pas, mais bon, là, le côté livre de science-fiction commence à arriver. Il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'aime pas les enfants. Il dit que l'enfant, c'est une sorte de nain vicieux, d'une cruauté innée. Et d'ailleurs, les animaux domestiques en ont peur. Ben, c'est vrai que l'enfant manifeste sa personnalité et sa volonté de dominer son entourage de manière violente. Mais pire que ça, au fond, s'il hurle le bébé, c'est parce qu'il souffre. Et je pense réellement qu'on est trop sensible à la douleur, que la douleur physique va au-delà de sa nature de signal. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose de déséquilibré dès le départ chez l'être humain. Alors, Daniel et Isabelle ne font pas d'enfants, et le grand événement, c'est quand ils recueillent un chien, un dénommé Fox, un soir, au bord d'une autoroute. Et là, vous dites, c'est le meilleur amour, c'est l'amour inconditionnel, parce que finalement, le chien, il n'attend rien en échange, et il vous aime vraiment. Oui, et puis ce qu'il y a, c'est bon, toute personne ayant vécu en couple, c'est qu'il n'est pas forcément facile de rendre le conjoint, alors que le chien, c'est possible. Même si on est animé des meilleures intentions du monde, le bonheur de l'autre n'est pas garanti. Alors qu'avec un chien, ça peut arriver. Et en fait, ça arrive, c'est assez facile de rendre un chien heureux. Hein. La plupart des maîtres y arrivent. Et c'est beaucoup. Hein. Vous êtes heureux avec Clément, vous? Oui, parce que je sais qu'il est heureux. Et donc j'ai ce pouvoir-là. Vous rendez quelqu'un heureux. Oui, un être heureux. Alors qu'avec un enfant, ce ne serait pas aussi évident. C'est pas aussi évident. En plus, l'éducation est plus facile, concrètement. C'est éduquer plus rapidement. Alors, entre Daniel et Isabelle, l'amour physique s'étiole rapidement. Lui, il se met au pastis Tranxène, ce qui est quand même un cocktail parfaitement welbeckien. Oui, c'est une nuit particulièrement dure où il s'aperçoit qu'en fait, elle n'aime pas vraiment l'amour physique. Et disons, elle fait ça pour lui faire plaisir. Mais elle n'aime pas la jouissance, parce qu'elle est... Le problème d'Isabelle dans ce livre, c'est qu'elle est un peu trop narcissique. Elle a été très, très, très belle. Elle est encore pas mal du tout. Mais vous savez, les gens qui sont trop beaux, finalement, ont parfois du mal avec l'amour physique parce que ça les déforme. Je sais pas, ils aiment mieux offrir une image... Ils aiment être admirés. Oui, puis offrir une image glacée, calme. La beauté va toujours avec une certaine froideur, quand même. Et là, c'est terrible pour lui. Parce que lui, c'est ce qu'il préfère. C'est la seule chose qui, dans la vie, le motive encore. Et Isabelle part, il la trompe pas. C'est ça il la trompe pas du tout. Elle part parce qu'elle sent qu'elle est en train de se dégrader physiquement. Et elle précipite sa propre dégradation par une surconsommation de Cointreau. Elle prend 20 kilos, oui. Elle prend 20 kilos. Mais au départ, c'est elle qui laisse tomber. C'est ça qui est... Alors lui, très malheureux, heureusement, il tombe sur une dénommée Esther, que vous appelez la Belle, qui a 22 ans et qui va lui rendre la vie par le sexe, quoi. On comprend qu'il est à ce moment de sa vie où, en commençant à vivre ce qui va être un bonheur total, il sait qu'il va le perdre. Et il sait aussi que ce bonheur est si fort que sa perte va le tuer. C'est-à-dire qu'Esther est vraiment... il s'engage là-dedans, sachant que c'est sa dernière histoire, en fait. Alors, vous avez des phrases formidables. La vie sexuelle de l'homme se décompose en 2 phases. La première, où il éjacule trop tôt. La deuxième, où il n'arrive plus à bander. Et le problème de Daniel avec Esther, c'est qu'en fait, il se retrouve dans la première phase, en fait. Il éjacule trop tôt. Donc, il trouve une crème qui retarde l'éjaculation. Enfin, il est content, déjà. Il est content de revenir à la première phase, dans un premier temps. Oui, bien sûr. Bon, non, mais il faut quand même...
En fait, non, mais il y a de grands moments de bonheur dans ce livre, Ouais, même, avec Esther. tout à fait. Alors, il trouve une crème qui est... Oui, on fait des choses maintenant, hein, quand même. Faut pas nier, il y a le progrès technique Ouais. pour retarder l'éjaculation. Et donc, s'ensuit une période de bonheur très intense. Et puis là, ça s'étiole parce que... Parce qu'il est vieux. Ce qui est terrible, c'est que... Ben oui, il est vieux. Il peut lui faire ce qu'il veut à cette fille, mais chaque fois qu'il veut l'embrasser sur les lèvres, elle se détourne, un peu comme une prostituée. Et à un moment, elle doit le présenter à sa sœur, et elle ne lui présente pas sa sœur, parce qu'il est vieux. Donc lui il se rend compte de ça. Oui, enfin, c'est ce qu'il craignait, ça se vérifie. Et puis là, ben, quand on est vieux, on a eu plein de soucis dans sa vie, enfin, plus rien ne vous amuse, quoi. Il peut pas faire partie de son groupe de jeunes. Ouais. C'est pas... En fait, c'est pas le sexe qui le casse dans cette histoire. Ouais. C'est le fait que simplement il a plus l'énergie, l'enthousiasme. Enfin, il est trop sage, trop sage, même pas trop résigné, trop vieux. Vous dites, dans le monde moderne, on pouvait être échangiste, bi, trans, zoophile, SM, mais il était interdit d'être vieux. Elle est jeune, quoi. C'est le début de sa vie amoureuse, c'est tout. Ouais. Et lui, c'est la fin. Le problème, c'est qu'Isabelle n'aime pas assez le sexe et Esther n'aime pas assez l'amour. Voilà, c'est tout le dilemme. Pour Esther, l'amour, c'est un divertissement avant tout, quoi. Il n'y a pas d'implication personnelle. Vous pensez que c'est propre aux jeunes d'aujourd'hui, ça? Il est possible que l'amour soit mort, oui. Que ça soit... Après Dieu, ça fait deux. Hein. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait mais beaucoup, hein. Je ne sais pas si les jeunes ont envie d'aimer ou pas. Je ne suis pas jeune, je ne peux pas prononcer, mais... Alors là, c'est terrible parce que donc plus d'Isabelle, plus d'Esther, il n'a plus que son chien, donc Fox, et il se réfugie chez les Élohimites. Alors c'est une secte évidemment directement inspirée des Raéliens, et ça vient d'une histoire insensée, c'est que dans la Bible, Dieu s'appelle Elohim, qui est un pluriel et qui veut dire les anges. Et effectivement, depuis de nombreuses années, et avant Raël, avant Claude Vorillon, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'en fait, le Dieu de la Bible, c'était les Elohim, les anges, c'était des extraterrestres. Bon, ça c'est le début. C'est le début du dogme. C'est plus ou moins rendu compte que ce qui était accordé aux extraterrestres, c'est-à-dire le pouvoir de créer et de manipuler la vie, les hommes étaient en train d'y arriver eux-mêmes, techniquement, sans extraterrestres. Et donc la grosse promesse, là, Élohimite, et en fait la promesse classique des religions, c'est rapporter à tout le monde l'immortalité et la jeunesse éternelle. Vous dites que c'est une philosophie très adaptée au monde moderne, parce que d'abord, il y a une grande permissivité sexuelle à l'intérieur de la secte, et ensuite elle promet une immortalité palpable. Enfin, c'est pas une immortalité spirituelle, c'est une immortalité physique. En fait, oui, voilà, il n'y a pas besoin de croire à grand-chose d'extraordinaire, et c'est adapté au progrès technique. Vous dites qu'une religion, c'est une secte qui a réussi, mais vous le dites sérieusement? Ah bah oui, mais ça c'est... Si on voit les choses honnêtement, si on voit le départ des religions, c'est vrai que ça se présente vraiment comme une secte, c'est-à-dire un petit groupe dissident par rapport à une religion, une grosse religion. Donc ben, à l'inverse, on ne peut pas prévoir si une secte à l'heure actuelle ne va pas devenir une religion de grande diffusion. Vous le connaissez, Raël? Oui. Claude Vorillon? Oui, il est sympa? Oui, plutôt, oui. Oui. Vous êtes allé le voir, vous avez étudié. Vous avez passé du temps avec les Raéliens pour écrire votre livre, évidemment, pour étudier, mais aussi parce que vous êtes intéressé réellement par ça. Ben, je suis intéressé par les religions en général. Et là, je cherchais une secte qui soit pas complètement grotesque, c'est-à-dire comme ces gens qui croient que l'oignon correspond symboliquement à différents stades de développement. Enfin, quelque chose qui puisse quand même pas être immédiatement ridicule. Et leur histoire de clonage, là, parce qu'il y a 2 ans, ils ont annoncé qu'ils allaient ou qu'ils avaient réalisé un clonage humain. Ouais, là, par contre, j'ai franchement des doutes. Bon, c'est vrai que, ceci dit, de toute façon, on n'est pas loin d'y arriver. Oui, vous dites, de toute façon, tout ce que la science permet sera réalisé. Oui. Ce qui ressort du livre, quand même, Michel, c'est que vous n'avez ni respect ni compassion pour l'humanité. Il y a même une haine de l'humanité, et même, je dirais, une haine de la part d'humanité qui est en vous. Alors pour vous, l'humanité est misérable. Et les humains, quand on lit votre bouquin, on a l'impression que c'est un petit peu
des mammifères dans un zoo, dans le fameux parc humain. En même temps, ils me sont sympathiques. Hein. C'est toujours... Enfin, il n'y a pas... Bon, c'est comme dans plusieurs de mes livres. Il n'y a pas de vraie solution. C'est-à-dire que le désir n'est pas une solution. Mais le non-désir non plus. Donc... Alors, ces mammifères auxquels vous réduisez les humains, vous dites sont en quête de sexe, de fun, et finalement vous dites à un moment de kids. Vous dites que ce sont des kids définitifs. Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus que des kids plus ou moins vieux. Ouais. Disons que bon, ça c'est foutu. Hein, je veux dire, il y aura plus de dignité dans la vieillesse. Faut pas y compter. Ça n'arrivera plus parce que tout ça a perdu son sens. Ben, ça reposait sur un système de succession des générations, de choses à transmettre. Ça s'intégrait dans une religion qui chapeautait le tout. Donc ça, on le retrouvera plus. Plus jamais. Alors ça se vend bien, la possibilité du Nil, non? Vous savez que vous en vendez 300 par jour chez Virgin. Le Da Vinci Code, à la meilleure époque, en vendait 70 par jour. Et Amélie Nothomb, 50. Vous êtes content quand même? Ah oui, je suis content, ouais. Ça m'effraie un peu, là, ce que vous me dites avec le Da Vinci Code. Mais bon, je suis content. Ouais. Alors ça se vend bien, c'est traduit dans 36 pays. Vous êtes déçu par l'accueil de la presse française, finalement? Non, parce que nul n'est prophète en son pays. Ce genre de choses, c'est basique, mais c'est vrai. Ouais. Enfin, qu'on m'en veuille, je comprends. Quoi. Je vais pas vouloir être aimé en plus. Quoi. Ouais. Vous ne croyez pas que les journalistes ont été énervés par le fait qu'il y ait très peu de gens qui aient eu le bouquin, qui aient eu cet embargo sur votre livre? Bon, c'est vrai que si des gens, au bout de 3 articles, écrivent que des conneries sur moi, c'est pas la peine de l'envoyer une 4e fois. Ouais. Je veux dire, il y a des gens qui m'aimeront jamais. Ouais. Vous avez fait très peu d'interviews. Cette rareté des interviews, c'est une façon de vous protéger contre vos dérapages en vue du prix Goncourt? Non, c'est pareil. Il y a des gens à qui ça vaut pas le coup de parler. Bon, puis, de toute façon, je veux dire, si je faisais énormément d'interviews, on me le reprocherait aussi. J'ai l'impression que je suis à un stade où quoi que je fasse, ce sera d'abord perçu comme très très malin. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort ce Houellebecq. Il fait énormément d'interviews. Alors, qu'est-ce qu'il est fort, il fait rien. Donc autant que je fasse ce que j'ai envie, c'est-à-dire faire des interviews avec les gens avec qui j'ai envie. Mais on vous remercie, mais c'est vrai que par exemple le Figaro, vous étiez très dur avec eux. Vous avez dit que vous refusiez désormais toute interview au Figaro pendant la durée de votre vie littéraire. Non mais là, c'est un peu exagéré. Ouais. Il y a eu des mises en cause, même pas seulement de moi, parce que moi c'est aussi inévitable, de gens de ma famille, enfin des trucs que, je sais pas, Voici le ferait pas, quoi. Honnêtement, Voici hésiterait. Non, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait des publicités qui devaient passer dans Le Point, dans l'Express, dans le Figaro. Vous les avez annulées et vous avez gardé seulement la publicité dans Chien 2000. Oui, Chien 2000. Ben ça, j'ai insisté pour avoir Chien 2000. C'est bien, Chien 2000. Mais pour les maîtres de chiens, c'est la meilleure revue. Ah oui? Il y a d'excellents dossiers techniques. On est tenu au courant dès qu'il y a un nouveau parasite. Enfin, c'est vachement bien fait. Sérieusement, ça vous fait quoi de ne pas être reconnu comme le grand écrivain que vous êtes, Michel Houellebecq? Je ne suis pas inquiet sur l'avenir du jugement sur mes livres, quoi. C'est pas vrai que c'est juste un phénomène commercial sans lendemain. Ce livre sera lu longtemps. Non, je suis rassuré, vraiment. Ben merci, on est heureux de vous voir heureux. Et maintenant, interview Upside Down. Alors Michel Houellebecq, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de pire en ce moment? C'est sûrement que j'ai des dents qui tombent, parce que là j'ai un truc temporaire. Ouais. Et si ça tombe avant que j'ai le temps de refaire un truc définitif, je vais beaucoup merder dans les lectures. Ça va siffler, je fais des lectures en public, j'adore ça. Alors. Ouais. Quel est le compliment qui vous énerve le plus? Je crois que c'est peut-être quand on me dit que je suis gentil. Quelle est la qualité que vous regrettez d'avoir? Alors c'est sûrement l'impossibilité de mentir, hein, parce que moi ça m'a... Alors là, carrément littéraire, moi ça m'a... Qu'est-ce que j'en ai bavé dans les émissions où on est sommé de dire son avis sur le livre des autres et où on pense du mal. C'est horrible. Un écrivain pardonne jamais qu'on le démolisse en public. Quel est le talent que vous avez mais que vous n'aimeriez pas avoir? De temps en temps, je me trouve trop intelligent. Mais c'est-à-dire que j'envisage trop de possibilités, quoi.
Quel défaut aimeriez-vous avoir? Je sais pas si c'est un défaut. J'aimerais bien être plus primaire, plus instinctif, plus immédiat. On dit que vous êtes radin, c'est vrai? Non, ça je crois que c'est pas vrai. Ouais. Je sais pas pourquoi on dit ça d'ailleurs, c'est un peu bizarre. On ne le dira plus, puisque vous dites que c'est pas vrai. Qui ne voudriez-vous pas avoir comme fan? J'aimerais pas tellement avoir Rob Grillet comme fan. Ah bon. Ça m'inquiéterait. Bon. Le nouveau roman, vous en pensez quoi? Oh, c'est de la merde. Hein, ah ouais, ah, carrément. Carrément. Ouais. Il en restera rien. Par qui aimeriez-vous être détesté? J'aimerais bien que les écologistes répondent à mes agressions permanentes. Ouais. Parce que j'aime pas tellement la pensée écologiste, ça me dégoûte un peu, mais j'ai beau agresser les écologistes, ils réagissent pas. Pourquoi ça vous dégoûte? Parce que je suis resté très baudelairien, chercher tout ce qui est naturel, vous ne trouverez rien que d'affreux. Quelle est la meilleure mauvaise critique qu'on vous ait faite? C'est peut-être une critique de Julian Barnes sur Plateforme. Ouais. Qui a dit quoi? En gros, je fais trop de concessions à l'émotion facile, quoi. Je perds un peu d'insolence. Bonne critique. Oui. Quels sont les défauts que doit avoir une femme pour arriver à vous séduire? Maladroite, ça marche toujours. Moi, je me souviens bon, en fait, j'ai pas du tout, ça n'a pas du tout été une histoire d'amour par la suite, mais c'était une talent scout, et la première fois qu'elle m'a vu, elle était très émue de me voir, enfin, parce que j'étais déjà un auteur. Elle a renversé carrément la bouteille de vin sur moi, et je trouvais ça adorable. Alors après, elle s'est mise à m'essuyer, bon, ce qu'il y a, évidemment. Ouais. Bon. Enfin, non, il ne s'est rien passé. Hein. Mais la maladresse, oui. Qu'est-ce que l'avenir ne nous dira pas sur vous? Ne dira pas si j'ai été heureux ou non. Ouais. Ça restera indécidable jusqu'au bout. Oui. Qu'est-ce que vous n'avez jamais dit à personne? Et déjà, je vais te tuer. Ouais. Et parce que je pense que si je l'avais dit, je l'aurais fait, et que j'ai eu envie. Mais non, l'interdit moral du meurtre a été le plus fort. Ouais. Quelle est la question qu'il ne faut pas que je vous pose? Et ça serait peut-être qui je hais, parce que j'aurais des réponses, et que j'ai envie d'oublier. En fait, j'ai envie d'être apaisé, d'oublier. Je crois pas beaucoup au pardon, hein, c'est un concept assez chrétien. Je suis pas assez chrétien, mais j'ai envie de... Ouais. Vous croyez plus à l'oubli qu'au pardon? Oui, honnêtement, oui. Et ça concernerait votre mère, par exemple? Ça pourrait, mais il y a d'autres personnes. Mais justement, c'est la question. N'en parlons pas. Merci. Oui. Très heureux. Merci beaucoup, Michel. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.